Salut, bienvenue sur Éthique et Psycho, le podcast qui analyse les oppressions pour mieux les combattre. Notre système politique est souvent qualifié de néolibéral. Ce terme est de plus en plus utilisé dans le langage courant, mais aussi de plus en plus étudié dans la recherche. Il est loin d'avoir une définition claire et consensuelle, mais il est généralement utilisé pour désigner les idées politiques qui prônent la dérégulation des marchés financiers et des politiques de travail, la réduction de l'intervention de l'État dans l'économie et le social, et globalement, les politiques qui minimisent la dépense publique et favorisent les entreprises privées. On pourrait longuement parler des systèmes économiques libéral et néolibéral, et d'ailleurs expliquer la différence entre les deux. Mais ici, ce n'est pas de ça qu'on va parler. On va se centrer sur le versant psychologique pour parler de l'idéologie néolibérale. On utilisera d'ailleurs ce mot néolibéral pour être clair sur le fait qu'on parle bien de l'idéologie qui donne une place centrale à la liberté individuelle, à l'individualisme, au mérite et à la compétitivité. Là où parler d'idéologie libérale pourrait être davantage compris comme les idées libertaires, ou comme aux États-Unis, où libéral s'oppose à conservateur, avec des idées d'égalité des droits, d'égalité des libertés, etc. En ce sens, le libéralisme est perçu comme étant de gauche, là où en France, le terme libéralisme est davantage associé à la droite, puisqu'il est davantage associé au libéralisme économique et à l'idéologie néolibérale dont on va parler ici. On va voir quelles peuvent être les conséquences de cette idéologie néolibérale. Quels impacts peut-elle avoir sur notre manière d'appréhender la société et les enjeux politiques. Pour parler de tout ça, on reçoit Kylian Duchemin, doctorant en psychologie sociale, qui réalise une thèse sur l'impact de l'idéologie néolibérale, comment elle influence nos comportements, notre vision du monde, etc. Son travail a pour spécificité de relier cette idéologie néolibérale à la question du narcissisme. Et au-delà des conséquences directes de l'idéologie néolibérale, on verra aussi comment l'idéologie dominante qui est diffusée dans la société offre un terrain propice à la prolifération d'idées conservatrices et discriminantes, ainsi que des votes en faveur des partis d'extrême droite. Si vous appréciez cet entretien et le reste du contenu de la chaîne, n'hésitez pas à liker, commenter et partager le contenu et d'en parler autour de vous, pour lui faire gagner en visibilité. Aussi, je n'ai jamais fait d'appel aux dons pour la chaîne, mais je viens d'ouvrir une page sur la plateforme de financement participatif Tipeee. Et j'ai aussi une page sur un site moins connu mais plus pratique qui est Ko-fi. Donc si vous voulez soutenir financièrement mon travail, c'est possible, n'hésitez pas à le faire si vous en avez les moyens. Sur ce, je vous souhaite une bonne écoute pour cet épisode. Bonjour Kylian, merci de venir sur le podcast. Bonjour et puis merci de m'avoir invité. Du coup, c'est quoi, quand on parle de libéralisme sur le plan de l'idéologie, de quoi on parle? Et d'ailleurs, vu qu'on parle de l'idéologie néolibérale, c'est quoi l'idéologie tout simplement aussi? Du coup, l'idéologie néolibérale libérale, c'est un objet qu'on peut définir en psychologie sociale. On parle souvent d'idéologie libérale au niveau francophone. Ça, c'est emprunt notamment à Jean-Léon Beauvois, qui était une grande figure en psychologie sociale et qui parlait beaucoup de l'idéologie libérale. Et au niveau anglophone, on parlait plutôt d'idéologie néolibérale, notamment Yost en parle, mais de nombreux auteurs parlent d'idéologie néolibérale, et ça vient finalement infuser un peu sur l'usage français. Et comment est-ce qu'on le définit? On peut retrouver des définitions, là j'en ai pris une toujours chez Girard et Bono. Les croyances et valeurs mises en avant se concentrent sur la liberté individuelle, selon laquelle les individus sont libres de surmonter les contraintes sociales. Donc il y a une idée de liberté axiomatique dans l'idéologie néolibérale. Et si on va un petit peu plus loin, voilà, c'est l'idée que cette rhétorique de la liberté, elle implique la responsabilité personnelle et l'autodétermination. Donc le néolibéralisme, il implique une obligation pour les individus, en particulier les femmes, de s'auto-investir et s'autoréguler pour réussir. Donc qu'est-ce que c'est l'idéologie néolibérale? Ce serait finalement quelque chose qui se concentre sur la liberté individuelle. On oublie finalement toutes les contraintes déterministes autour, tout ce qui est le déterminisme social, et on est sur un individu autonome par essence. Et ce qui est intéressant, c'est aussi d'ailleurs la notion d'individu qui est vraiment très centrale dans l'idéologie libérale. C'est quelque chose c'est un objet en fait, qui est l'objet central de l'idéologie libérale. C'est justement cette question de l'individu qui peut s'autodéterminer, qui peut passer outre les contraintes sociales et qui peut résoudre même des problèmes collectifs à son échelle. Mais je pense qu'on reviendra plus tard sur la question d'individualisation des problèmes collectifs.
Donc maintenant, voilà, on a une définition de l'idéologie néolibérale. Maintenant, qu'est-ce que c'est l'idéologie? On peut la sentir, cette définition, à travers ce que je viens de donner. C'est un ensemble d'attitudes morales et politiques interdépendantes qui possèdent des composantes affectives, cognitives et motivationnelles. Donc ça, c'est une définition de Yost, mais c'est quelque chose qu'on retrouve de manière globale dans la littérature. Donc voilà, c'est l'idéologie, c'est quelque chose qui organise les valeurs et croyances des gens. Donc si on reprend l'idéologie néolibérale, on peut avoir des auteurs qui vont chercher justement c'est quoi les valeurs de l'idéologie néolibérale. Ça peut être effectivement des attitudes positives liées à la liberté individuelle, qui se différencient de la liberté politique, ça c'est à noter. Donc, c'est plus la liberté finalement de consommer ou ce genre de choses. L'autonomie, donc le fait de chercher à avoir une indépendance vis-à-vis des autres. Les différences individuelles, c'est-à-dire essayer que chaque individu soit unique, on va chercher à être unique, entre guillemets. Et l'hédonisme, donc assouvir ses désirs rapidement. Voilà, c'est ce qu'on peut retrouver dans la littérature, ce seraient ces valeurs-là qui sont mises en avant dans l'idéologie néolibérale. Après ça, c'est une définition de l'idéologie. Après, on a aussi des définitions de l'idéologie qui vont être sur l'idée que ce serait en fait une posture cognitive particulière. Donc ça, c'est De Conchy qui en parle, dans cette idée que c'est notamment justement une posture cognitive particulière qui nous amène à traiter l'information. C'est-à-dire qu'on aurait un filtre idéologique et du coup, ça vient en fait nous influencer au quotidien sur comment est-ce qu'on traite l'information qui arrive à nous. Donc ça, c'est quelque chose aussi d'intéressant. Après, ça corrobore avec cette idée finalement d'attitude positive, certaines valeurs, certains objets, parce que si on a une attitude positive vis-à-vis de la liberté individuelle, évidemment, ça va teinter notre jugement sur certaines situations qu'on a à comprendre, analyser. Et du coup, ouais, tu parlais coup, de l'individualisation des problèmes. Donc là, ça retombe sur c'est quoi les conséquences politiques de cette pensée libérale. Donc il y a cette individualisation des problèmes où du coup on nie tout le contexte social, on oublie que bah, si les gens sont ce qu'ils sont, ça sort pas de nulle part, quoi. Et du coup aussi, ça a d'autres conséquences comme réduire aussi la politique au vote, de casser toute la conscience de classe aussi. Quelle implication politique ça peut avoir d'avoir ce système de pensée libéral? En théorie, si on part vraiment sur cette idée que l'idéologie néolibérale vient individualiser les problèmes collectifs, ce qui semble être le cas en tout cas dans les discours, bah potentiellement ça vient nous habiter de mythes un peu comme le colibri qui vient effectivement pour les problèmes environnementaux résoudre un feu de forêt en ramenant sa goutte et dans l'idée que même si tout seul on n'y arrive pas forcément, individuellement mais ensemble mais individuellement quand même, on peut tous ramener notre goutte et essayer d'éteindre le feu, mais sans action collective. C'est des individus qui vont potentiellement, à leur échelle, trier leurs déchets, qui vont consommer localement. C'est toute la politique finalement comportementale, mais toujours à l'échelle individuelle, ouais. Ça, c'est quelque chose qui paraît très intuitif. Enfin, peut-être que ça paraît intuitif parce qu'on grandit dans ce contexte libéral, justement, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on entend beaucoup. Et moi-même, j'ai beaucoup été dans cette logique. Ma première lutte, on va dire, c'est l'écologie. Et je suis passé par les changements individuels. J'ai été jusqu'à voilà, faire le zéro déchet, tout ça, quoi. Maintenant, je suis un peu revenu de ça, mais ça paraît assez intuitif de se dire, effectivement, si tout le monde le fait, bah, ça peut changer. Ça serait logique. Si tout le monde arrête d'acheter tel produit qu'on considère problématique, bah, si personne n'achète, il ne se vend plus. Ça, c'est quelque chose qu'on peut remettre en question, mais qui en tout cas est assez intuitif, quoi. C'est pas, ça paraît pas absurde sur le moment, quoi. C'est sûr que ça paraît pas absurde, et c'est justement ce qui est intéressant, c'est sur la question justement de c'est quoi une idéologie dominante. Une idéologie dominante, c'est l'idée que c'est une idéologie qui est hégémonique, qui paraît en fait naturelle. Parce que l'idée, c'est qu'une idéologie, elle a pour but notamment en fait de naturaliser son contenu. Donc, c'est-à-dire que la pensée néolibérale, si on la pense sans regard critique, bah, ça nous semble tout à fait naturel que on résout tous les problèmes au niveau individuel. Parce qu'en fait, au niveau individuel, bah, ça peut marcher, quoi. Ça semble OK. Et au final, si on en est arrivé à ce système-là aujourd'hui, après des années d'évolution, après des années à réfléchir à c'est quoi le meilleur système, que ce soit le système économique, le système politique, la meilleure façon de fonctionner ensemble, et ben on en est arrivé à ça, c'est que potentiellement, bah, en fait, c'est le meilleur système qui soit, ou en tout cas le moins pire qu'on peut avoir au moment donné. Donc effectivement, oui, quand on regarde des actions individuelles et se dire bah c'est tout à fait normal, c'est ce qui semble le plus efficace, bah, potentiellement c'est parce qu'on a justement intégré l'idéologie néolibérale, qui est du coup l'idéologie dominante de nos sociétés occidentales. Et donc potentiellement on se dit bah oui, ça doit marcher et ça doit être potentiellement même le plus efficace des actions, ouais, la plus efficace. Je tiens à préciser, nous ne pensons pas que le boycott est une action toujours inutile. Et nous ne pensons pas que les actions individuelles n'ont pas d'intérêt politiquement. Ce qu'on veut dire, c'est surtout que si on ne voit la politique uniquement par ce prisme individuel, on ne pourra pas questionner les changements au niveau des structures sociales. Et on ne pensera qu'aux changements individuels, même dans les cas où ceux-ci ne sont pas suffisants. Ça se recoupe aussi avec tout le discours sur le mérite ou peut-être le truc un peu développement personnel où on a du mal à se dire que ben, si quelqu'un l'a fait,
pourquoi tout le monde ne pourrait pas le faire? C'est-à-dire que si moi je l'ai fait, ou si telle personne a réussi et qu'elle nous dit, ben oui, moi je l'ai fait, tu peux le faire, bah, c'est-à-dire que tout le monde peut le faire. Donc si moi j'ai réussi à changer mes comportements et à devenir super fort, bah, tout le monde devrait y arriver. Et on oublie que bah, non, il y a plein de facteurs. Je remarque, ça revient à ce que tu disais, quoi. C'est simplement le fait de ne pas avoir en tête le déterminisme, les différents déterminismes, qu'ils soient sociaux ou même biologiques, hein, parce qu'il peut y avoir tout un tas de différences qui fait que bah, tout le monde n'est pas exactement identique et que peut-être que moi j'ai réussi, enfin, ne serait-ce que si on parle par exemple de la volonté, si on va dire, ah mais oui, mais on avait les mêmes conditions, moi j'ai réussi à changer parce que j'ai eu la volonté, oui, mais d'où tu sors ta volonté? On peut toujours remonter, peut-être que l'autre personne, si elle n'a pas eu la volonté, elle n'a pas choisi de ne pas avoir de volonté. On peut toujours réfléchir à quelles sont les causes de ce qu'on est aujourd'hui, et effectivement, je trouve cette pensée très individualiste oublie de réfléchir aux causes de ce qu'on est, quelles qu'elles soient, il y a forcément des causes à ce qu'on est, quoi. Oui, tout à fait. Le principe, en tout cas, d'idéologie dominante, en tout cas, vient en fait mettre un cadrage à la pensée. C'est-à-dire que si je sors de cette pensée-là, et ce qui est un peu drôle d'ailleurs, c'est que si je sors de cette pensée-là, on va notamment m'accuser d'être dans l'idéologie. Ça, c'est l'idée des idéologues, voilà, c'est les idéologues d'extrême gauche. Ou si je commence à réfléchir au déterminisme social, bah, en fait, j'ai une pensée qui est peut-être un peu trop engagée. Je suis pas sur le terrain, je suis pas réaliste. Tu définirais comment d'ailleurs l'idéologie dominante, vu que là tu dis bah, le néolibéralisme c'est une idéologie dominante, mais à partir de quand on parle d'idéologie dominante? Qu'est-ce qui fait une idéologie est dominante? Ce qui fait qu'une idéologie dominante, pour moi, c'est justement quand on se pose plus la question de si finalement certaines croyances qu'on a acquises ne sont pas de l'idéologie et qu'on se dit c'est complètement naturel. C'est-à-dire que là, par exemple, c'était à la fin de la Seconde Guerre mondiale, on avait décrété la fin de l'idéologie. C'est fini, on est sur des systèmes entre guillemets rationnels, démocratie qui sont tout à fait naturels. Sauf que l'idéologie, elle fait partie intégrante en fait de notre fonctionnement psychologique. Ça, on peut retrouver toujours dans les écrits de Just quand on parle beaucoup de cette question de la fin de l'idéologie, notamment dans son écrit de 2006. Et donc là, en fait, le fait de dire c'est la fin de l'idéologie, c'est montrer que l'idéologie, en fait, elle est hégémonique, parce qu'elle est perçue comme une nécessité historique. Donc c'est un peu ce que je disais. Puisque nos démocraties perdurent depuis plus d'un siècle, c'est qu'elles ne sont atteintes d'aucune maladie constitutionnelle grave, voire qu'elles sont bien au contraire héréditairement saines et pures. Ça, c'est Beauvois qui disait ça en 2005, pour critiquer justement la question de la naturalisation, enfin pour parler en tout cas, donner un exemple. Donc une idéologie dominante, c'est finalement lorsque cette idéologie paraît naturelle, et Beauvois dira aussi par exemple que l'idéologie dominante, c'est pour l'essentiel celle des dominants. Et ça, c'est effectivement ce qu'on peut retrouver, c'est l'idée que on a notamment les médias qui sont bah, une source de propagation en fait de l'idéologie, qui appartiennent aux populations dominantes, aux classes dominantes. Donc effectivement, ce qu'on va retrouver dans l'idéologie dominante, en général, c'est du contenu bah, de l'idéologie des dominants. Je rebondis sur quelque chose que finalement j'ai déjà abordé, c'est la question du réalisme. Quand on dit, voilà, on évoque une pensée réaliste, c'est qu'en général, on est dans l'idéologie dominante. Il faut être proche du concret. Bah, c'est mon encadrante, Odile Camus, qui prend souvent cet exemple-là, mais c'était donc, si je me trompe pas, à l'Assemblée nationale, qu'il y a une députée de la majorité qui avait dit assez pensé maintenant, nous avons pensé suffisamment pour, je sais plus, les 100 prochaines années, maintenant il faut agir. C'est un bel exemple de c'est quoi l'idéologie dominante et comment elle s'exprime dans le discours, notamment bah, là, des Ouais. politiques. Qu'est-ce que tu penses du Macron quand il dit toujours qu'il faut être pragmatique? Est-ce que ça rejoint un peu ça Ouais, ça rejoint tout à fait ça. Quand nous, on s'intéresse à ce qu'on va appeler l'idéologie managérialiste, et qui correspond du coup à ce que Macron peut exprimer, en fait, notamment dans ses discours, où on va être sur cette idée de ce que Thatcher pouvait dire, en disant, voilà, effectivement, il n'y a pas de choix, c'est ça, c'est Ouais, there is no zéro choice, non? alternative, ouais. No alternative. Impeccable. Donc, there is no alternative. Bah, effectivement, c'est cette idée-là, par exemple. Là, on a pu un peu étudier un certain nombre de discours de Macron, mais quand il nous parle effectivement de la réforme sur les retraites, qui nous dit, voilà, il y a une colère qui s'exprime. Bon, déjà, c'est un peu drôle parce qu'il y a une colère qui s'exprime, il n'y a pas d'acteur. C'est une colère qui s'exprime. Bon, et certains auraient préféré ne rien faire. Et en même temps, bah, il y a les dettes, des trucs économiques qui font qu'il faut faire quelque chose. Et bah voilà, j'assume, il faut qu'on fasse ça. On doit le faire. Il n'y a pas de choix, il n'y a pas de compromis, il n'y a pas de comment est-ce qu'on veut mener l'économie en fait au niveau de notre système. Il n'y a pas de choix. De toute façon, il faut le faire. Vous n'êtes pas d'accord, la majorité de la population n'est pas d'accord, on le fera quand même. Toi, tu fais une différence du coup entre discours libéral et managérial. En fait, le discours, le managérialisme, ça peut être défini comme une extension idéologique du management impliquant la croyance que les théories managériales sont bénéfiques et applicables à tous les domaines de la vie. Et dans l'idée, c'est que potentiellement, le managérialisme n'aurait pas fondamentalement de programme politique. C'est un discours et potentiellement une idéologie qui a pour but d'instaurer une domination. Ce serait un peu son seul objectif, mais une domination quelle qu'elle soit,
Alors que l'idéologie néolibérale, elle va essayer de reproduire les dominations existantes, mais notamment par un aspect démocratique, ou en tout cas pseudo-démocratique. C'est l'idée que chacun, en fait, le néolibéralisme, ça fonctionne notamment sur l'idée que chacun pense qu'il est plus ou moins libre. On doit avoir quand même un minimum, enfin penser un minimum qu'on est libre pour que le managérialisme, pardon, le néolibéralisme fonctionne. Alors que le managérialisme, finalement, si les démocraties, elles étaient exterminées, ce serait pas très grave en fait, finalement. C'est même plutôt quelque chose qui est bienvenu pour que ça fonctionne. Ouais. Parce qu'on est sur un discours d'expert qui nous dit il faut faire ça. Et si on n'est pas d'accord avec pourquoi est-ce qu'il faut faire ça, enfin sur le fait qu'il faut faire ça, c'est qu'on n'a pas compris. Il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de démocratie. C'est du 49-3. Moi, je trouve intéressant, effectivement, la manière dont tu expliques ce discours managériel. Ça me fait penser vraiment, typiquement, avec les phrases du style there is no alternative ou comme Macron qui dit que la réforme des retraites, il faut forcément la faire. C'est-à-dire qu'on réduit le politique à des questions techniques, comme s'il y avait les bons choix et les mauvais choix. Et du coup, il y a nous qui faisons les bons choix parce que nous, on est pragmatiques et ceux qui sont pas d'accord, c'est qu'ils sont un peu cons, quoi, ou ils n'ont pas compris. Et on oublie, C'est on ça. masque le fond du sujet qui est que, ben non, la plupart des désaccords politiques, c'est des désaccords de valeurs, en fait, de choix politiques. Et c'est pour ça que moi, j'aimais bien la manière de répondre, par exemple, de Michael Zemmour quand il parlait de la réforme des retraites. Il disait pas non, il ne faut pas la faire ou il faut la faire, cette réforme. Il disait il y a plusieurs scénarios possibles. On peut la faire, mais on peut ne pas la faire aussi. C'est une question de choix. Et effectivement, c'est pratique. Alors, surtout quand on ne veut pas assumer nos valeurs ou les choix qu'on fait. Si on les assumait, ils ne seraient peut-être pas acceptés par la population. On va pas les dire et on va les faire comme si c'est juste que c'est une question technique. C'est pas du tout un projet politique particulier que vous ne voudriez pas si on vous l'expliquait, quoi. Voilà. Non, tout à fait. Bon, après, le souci du managérialisme, c'est que c'est encore quelque chose qui n'est pas bien défini en psychologie sociale, même qui n'est pas défini en vrai. Et c'est justement ce sur quoi on travaille, et particulièrement une collègue qui s'appelle Tania Bersou, et qui travaille aussi, du coup, qui est aussi encadrée par Odile Camus. Et son sujet de trait, justement, d'essayer de circonscrire c'est quoi le managérialisme et comment on peut l'envisager d'un point de vue psychosocial. Parce que là, on en parle un petit peu en sociaux, mais après, on en parle surtout dans les sciences de gestion ou ces choses-là. Mais en psychologie sociale, là, on est en train de définir justement c'est quoi un discours managérialiste, par exemple. Ça, c'est une des dernières expés qu'on a fait ensemble avec Tania. C'est quoi le managérialiste et comment est-ce qu'on peut construire un discours managérialiste? Et c'est quoi les effets potentiellement de ce discours? Est-ce que tu veux développer du coup sur cette question de c'est quoi les effets de ce discours? Ou est-ce que c'est trop tôt? Je peux le développer. Là, le souci, c'est que pour le moment, la seule expé qu'on a en marche, on est à 4 sujets. Après, c'est du qualitatif. Donc, on n'attend pas non plus d'avoir beaucoup de sujets, mais ça veut dire qu'effectivement, c'est pas des résultats qui sont généralisables. C'est Mm. plus pour avoir des pistes, en fait, pour Ouais. potentiellement derrière faire des choses qui vont C'est très donner exploratoire, potentiellement des quoi, c'est ça. résultats. Voilà, c'est ça. Mais effectivement, c'est ce qu'on voit, c'est qu'en fait, on a créé deux discours. Un discours qu'on va appeler polémique, c'est-à-dire un discours politique traditionnel qui va plutôt s'appuyer sur les discours, enfin les mises en scène discursives de, par exemple, Mitterrand ou Sarkozy, donc deux politiques qui n'ont rien à voir pourtant, mais qui vont avoir une mise en scène discursive qui est assez similaire. Et là, effectivement, pour la mise en scène managérialiste, on va plutôt se reposer sur des discours, par exemple, macronistes. Ce qui va être intéressant, c'est que lorsqu'on va présenter ces deux discours, où on a construit des discours qui sont relativement équivalents, c'est-à-dire qu'on va avoir des constructions similaires, on va faire appel à des valeurs politiques, donc ça qu'on a défini, opérationnalisé, etc., au niveau de tout ce qui est autour des valeurs de la personne, donc ça c'est les travaux de Schwartz en psychologie sociale. On va mobiliser les mêmes valeurs dans les deux discours, etc. C'est juste la mise en scène qui va différencier. Par exemple, mise en scène managérialiste, on va faire des énumérations, donc ça va être effectivement des propositions qui vont être additionnées les unes après les autres, parce que Macron sait très très bien faire. Là où le polémique ça a des phrases, par exemple, qui vont être beaucoup plus courtes. Et en termes de réception, ce qu'on voit, c'est que par exemple, effectivement, le discours managérialiste, il donne plus ou moins, donc sur 4 participants, c'est-à-dire sur 2 participants, puisque là on a 2 conditions, les 2 personnes ont l'impression qu'il y a effectivement un petit peu d'expertise sur le sujet. Donc pas une expertise très franche, mais en tout cas les deux ont parlé un petit peu de connaissances sur le sujet, ce qu'on n'a pas du tout sur la mise en scène polémique. Donc c'est-à-dire qu'on est voilà sur un discours qui est mis en scène pour dire je vous explique ce qu'on va faire, parce que c'est ce qu'on doit faire. Toute personne rationnelle sera d'accord avec nous. Et dans l'autre cas, on a une personne qui va expliquer la même chose, mais qui va dire il faut qu'on en discute ensemble pour justement savoir c'est quoi notre choix de société à faire. Et dans un cas, effectivement, on va avoir par exemple une tendance à avoir de l'expertise. On va avoir une tendance à potentiellement se dire que le discours, il a l'air plus rationnel, alors que l'autre a l'air plus engagé. Dans un cas, effectivement, on a un discours qui est exprimé comme quelque chose qu'on explique, qui est le seul choix possible. Dans l'autre choix, on va présenter un choix possible. Et ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, le simple fait de dire il y a un choix, il y a une discussion à avoir, la source va être perçue comme engagée, alors que dans l'autre cas, la source va être plutôt perçue finalement comme plus ou moins un expert ou en tout cas un leader qui nous dit quoi faire et qu'on va plus ou moins écouter parce que le discours semble plus rationnel que l'autre.
Après, ça reste voilà, extrêmement exploratoire. On peut pas en tirer de conclusion. C'est au niveau théorique, ça nous semble vraisemblable. Dans la pratique, pour le moment, on a ça. Maintenant, c'est possible que ce soit quelque chose de complètement différent le jour où on fait une expé quantitative sur un grand panel de personnes. Et là, en plus, on s'est centré sur des cadres en se disant que justement, c'était intéressant de s'intéresser à un public cadre qui potentiellement manageait en fait des gens. Donc voilà, c'est très très exploratoire. Tu as dit que l'idéologie néolibérale pouvait être considérée actuellement comme une idéologie dominante. Quel impact ça a du coup sur la vision politique des individus L'idéologie néolibérale a tendance donc à individualiser notamment les problèmes collectifs, à réduire effectivement la participation politique des gens au vote. C'est là que c'est intéressant, c'est justement, en tout cas dans les définitions qu'on a notamment à travers Beauvois, c'est dès que l'idéologie néolibérale ne contient pas l'idée d'une liberté politique. La Mm. liberté politique, elle s'exprime uniquement à travers le vote, et c'est ça que ça peut, c'est comme ça que ça peut s'exprimer potentiellement effectivement au niveau politique. C'est que, hormis certains mouvements de contestation qui prennent des ampleurs assez fortes et de manière assez inattendue, j'ai envie de dire entre guillemets, comme les gilets jaunes, globalement, effectivement, les gens vont exprimer leur point de vue politique lors du vote, et éventuellement les repas de famille, quoi. Ouais. Ou de leurs achats, non? Parce que du coup, comme on disait tout à l'heure, il y a quand même cette idée aussi dans le libéralisme que, il y a le changement individuel. Est-ce que on pourrait dire quand même que ça réduit à des actes individuels, donc le vote, mais aussi à... Est-ce qu'on intégrerait quand même certains comportements comme le choix d'acheter ou non tel produit? Oui, ça peut être une façon d'exprimer sa liberté politique. C'est-à-dire que dans l'idéologie néolibérale, on va avoir tendance à penser qu'on est libre de nos choix, et notamment libre effectivement de nos choix de consommation. Donc un choix de consommation étant un choix, il me renvoie une certaine image de moi-même. Donc si je veux effectivement renvoyer une image de moi-même comme quelqu'un qui fait attention à l'environnement, bah effectivement le fait d'acheter des produits emballés dans des boîtes vertes, ou alors aller un petit peu plus loin et commencer à chercher du bio, du local ou des choses comme ça peut renvoyer effectivement une image plus écologique. Et donc, effectivement, ça peut être une façon d'exprimer sa liberté politique. Pourquoi des gens sont pauvres ou ne réussissent pas dans la société? Ben parce qu'ils manquent d'ambition, de volonté ou de compétences. Que faire si certaines personnes possèdent des millions de fois plus de richesses que d'autres? Ben, l'ont mérité, c'est normal, il n'y a rien à y faire, sinon ce serait du vol de leur propriété personnelle dûment méritée. Pourquoi les gens ont telle ou telle idée politique? Ben parce que ça correspond à ce qu'ils pensent vraiment, tout simplement. Et s'ils croient à des choses fausses, ben c'est parce qu'ils ne sont pas très malins, qu'ils manquent d'intelligence ou d'esprit critique. On ne va pas questionner la reproduction sociale, l'influence du contexte, les médias, les structures politiques. C'est aux individus de changer, de se bouger pour améliorer leurs conditions, et s'ils n'y arrivent pas, ils ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes. On pourrait longuement détailler les conséquences directes de cette vision du monde qui nie les déterminismes sociaux et n'appréhende les questions de société que par un prisme individualiste. Mais ce qu'on va voir maintenant, c'est surtout l'impact de cette vision du monde néolibéral sur la montée des idées d'extrême droite. Alors l'idée que le système politique néolibéral est une des causes de la montée de l'extrême droite, c'est pas nouveau, avec par exemple la réduction des protections sociales, le délaissement des services publics et de certaines parties de la population, ou encore les intérêts matériels de la classe bourgeoise qui, historiquement, l'ont souvent amené à s'allier avec l'extrême droite. Mais ce qu'on va ajouter ici avec notre invité, c'est de voir en quoi cette influence peut même se faire au travers de l'idéologie dominante de nos systèmes occidentaux. C'est là qu'il y a deux éléments de réponse. Parce qu'effectivement, à la base, une idéologie qui met en avant potentiellement la liberté individuelle, la différenciation ou des choses comme ça semble fondamentalement incompatible avec une montée de l'extrême droite. Parce que comment est-ce qu'on peut avoir effectivement des autoritaires au pouvoir qui vont avoir plutôt à chercher la conformité, la sécurité, dans une société où on met en avant plus ou moins, en tout cas, une notion de liberté. Et là, effectivement, un élément de réponse qui m'intéresse particulièrement, c'est la question du narcissisme. Donc ça, c'est effectivement dans l'idée qu'il y a un rapport entre néolibéralisme et narcissisme, c'est-à-dire que potentiellement le narcissisme serait normatif au sein de l'idéologie néolibérale. Quand tu dis le narcissisme serait normatif, dans quel sens tu veux dire ça? Normatif dans le sens où il y aurait de la valeur sociale positive qui y serait associée. Les personnes qui seraient narcissiques seraient vues peut-être comme plus utiles socialement, plus désirables socialement. Et donc, on aurait tendance à adopter des comportements narcissiques pour justement correspondre à cette norme. Là, je reprends encore Beauvois, mais après, on peut aussi partir sur tout ce qui est autour de la norme d'internalité ou ces choses-là. Beauvois, par exemple, en 94, il avait pu définir ce qu'il appelait l'individualisme libéral, qui est en fait un modèle normatif de l'humain. C'est en fait quel serait le modèle normatif de l'humain dans une société libérale, une démocratie libérale.
Et il va nous dire qu'en fait, c'est du coup un humain qui suit quelques prescriptions. Et voilà, par exemple, il nous dit, et voilà, essaye aussi souvent que tu peux te faire reluire ta réalité dans tes relations interpersonnelles, ou alors vois en toi-même et dans ta personnalité l'origine de ce que tu fais, de ce qui t'arrive. Donc ça peut nous faire penser justement à cette question de norme d'internalité. On va avoir tendance à davantage penser que, notamment les choses qui arrivent aux autres, mais aussi potentiellement les choses qui nous arrivent, bah, sont de notre fait, dues à notre personnalité, dues à des facteurs internes, dans cette idée que si un tel arrive en retard, c'est potentiellement parce que c'est quelqu'un qui n'a rien à faire de venir à l'heure, qui est quelqu'un qui est toujours en retard, qui n'est pas sérieux, quoi. C'est une variable interne, quoi. C'est lui qui n'est pas sérieux ou ponctuel. C'est ça. Et finalement, on peut avoir tendance aussi à le faire pour soi, même s'il y a quand même un biais d'autocomplaisance, c'est-à-dire qu'on va avoir tendance à le faire davantage pour des éléments qui vont nous valoriser, mais on peut aussi avoir tendance à le faire pour des éléments qui nous dévalorisent. Donc, dans cette idée, voilà, vois en toi-même et dans ta personnalité l'origine de ce que tu fais, de ce qui t'arrive. Donc, ça nous donne finalement la promotion d'un humain qui serait plus ou moins égocentré et manipulateur, dans le sens où il va essayer de faire reluire sa réalité auprès des autres. Donc là, quand j'ai découvert ce concept-là au niveau en tout cas de Beauvoir, ça me fait penser au narcissisme dans son sens large. Et plus précisément, finalement, en fait, le narcissisme s'est décomposé en plusieurs dimensions. Et la dimension qui vient assez rapidement quand on parle de narcissisme, c'est le narcissisme grandiose, c'est-à-dire une tendance à s'auto-agrandir et à tout faire pour être conforté dans sa grandeur. C'est notamment des personnes qui vont avoir tendance à avoir une personnalité extravertie et des fantasmes de grandeur et des choses comme ça. Pour être clair, là, quand tu parles de narcissisme, si je comprends bien, tu parles de... Enfin, je sais pas si tu vas expliquer dans quel sens tu utilises ce mot, mais j'ai l'impression que c'est plus comme un trait de personnalité, mais pas au sens qu'on l'utiliserait notamment en psychopathologie. J'ai pas l'impression que tu l'utilises dans le sens d'un trouble de la personnalité, comme quand on dirait que, voilà, que cette personne a une trouble de la personnalité narcissique. J'ai pas l'impression que ce soit cet usage que tu fasses ci. La lecture que j'ai, c'est qu'au final, si le narcissisme est normatif, ce qui semble être le cas, je vais revenir sur quelques résultats que j'ai, mais après, là, on est sur à peu près 150-200 personnes. Le narcissisme grandiose, c'est effectivement potentiellement à très haut score, bah, on peut parler effectivement de trouble de la personnalité, mais là, on est sur l'idée qu'on a un trait qui potentiellement serait promu en fait par la société, donc qui pourrait nous amener en fait à augmenter nos comportements narcissiques, à augmenter en fait ce trait mais comme un trait continu. On n'est pas dans l'idée qu'on est dans une société narcissique, mais plus qu'effectivement, il y a une norme qui peut potentiellement orienter les comportements et orienter cette variable qui, en fait, a elle-même des conséquences derrière. J'avais une autre question qui était du coup sur ce point. Est-ce que ça pouvait pas être un peu individualisant, souvent quand on ramène trop les questions politiques à des questions trop psychologiques, voire enfin, surtout psychopathologiques. Mais là, j'ai l'impression qu'on reste quand même sur une grille très sociale, quoi, où en fait on n'est pas en train de dire qu'il y a des individus narcissiques qui ont. Enfin, voilà, c'est pas comme ça, c'est plutôt, on le voit plutôt que de manière générale, on a le libéralisme, la pensée libérale favorise de manière générale, donc chez plus ou moins, chez plus pas mal d'individus, favorise certains traits de personnalité narcissique, et que c'est ça qui a ensuite d'autres conséquences politiques où on va en venir ensuite sur l'extrême droite. C'est un peu plus comme ça qu'il faut le comprendre. C'est ça, c'est dans l'idée que finalement, ces personnes-là, on les met dans une autre société qui met en valeur d'autres traits de personnalité, bah effectivement, on n'aura pas forcément cette montée du narcissisme. Mm. On n'est pas sur quelque chose d'essentialisant. De toute façon, même d'un point de vue psychopatho, tout ce qui ressort effectivement de pathologie psychique, entre guillemets, bah, ça ressort aussi de la société. Parce que de toute façon, il y a cette idée que la société a un impact sur les gens, que ce soit à travers la violence qu'elle peut leur faire, à travers ce qui va être du coup bah, potentiellement normatif, non normatif. Là, sur la conception que j'ai du narcissisme, sur quelque chose qui n'est pas essentialisant et qui est plus sur un trait continu aurait tendance à augmenter. Mais au-delà de ça, effectivement, de manière générale, en tout cas au niveau de la psychologie sociale, j'aurais tendance à penser que même ce qui rentre dans la psychopathologie est aussi en grande partie déterminé par l'environnement social. Oui, vu que même les traits de personnalité, enfin, quand on a des troubles de la personnalité, de toute manière, c'est quand même en grande partie dû par l'environnement dans lequel on vit, quoi. Quand bien même il y aurait des explications biologiques, j'imagine qu'à part cas Mm. très très particuliers, c'est jamais 100% d'explication biologique, quoi. En plus de ça, qu'on peut aussi questionner la question de la classification. Comment est-ce qu'on a classifié les troubles et qu'est-ce que ça veut dire un trouble et est-ce que finalement c'est aussi peut-être la société qui est pas normale? Mm. Il y a plein de façons de voir les choses. Ouais. Donc l'idée c'est le lien entre idéologie néolibérale et extrême droite. Bah, on peut l'expliquer notamment par le narcissisme, j'y reviendrai, mais aussi, vu que là j'ai pu définir c'est quoi le managérialisme, bah en fait par cette idée du managérialisme. Peut-être que finalement l'idéologie dominante aujourd'hui c'est plus tant l'idéologie néolibérale, mais ça devient le managérialisme.
d'une certaine façon, en fait, peut-être que le managérialisme a cannibalisé l'idéologie néolibérale parce que, en fait, c'est justement une idéologie qui est d'une certaine façon plus polymorphe vu qu'on n'a pas de programme politique particulier dedans, même si en soi, voilà, il y a cette idée de maintenir une domination, elle peut très bien s'adapter aux démocraties libérales avec les valeurs qui sont plus ou moins mises en avant dedans et petit à petit, en fait, déplacer le curseur pour aller notamment vers des idées d'extrême droite. Donc ça peut être aussi une variable qui nous permet aussi de faire la transition entre pourquoi est-ce qu'on a une montée de l'extrême droite et des extrêmes droites, même de manière générale, dans des démocraties qui ont une valeur centrée sur la liberté. Donc après, donc on a là le narcissisme grandiose. Effectivement, là, on a pu faire une étude, pour le coup, quantitative, qui montre que les gens, si on leur demande de se valoriser, ce qu'on fait, c'est on les fait répondre dans un premier temps à des questionnaires de narcissisme. Donc narcissisme grandiose et narcissisme vulnérable, dont je n'ai pas encore parlé. Donc le narcissisme vulnérable, c'est la tendance à s'auto-agrandir, mais avec une méfiance constante d'autrui. Donc un autrui qui ne lui apporterait pas en fait le mérite, enfin, la reconnaissance, pardon, que cette personne pense mériter. Donc voilà, on fait narcissisme grandiose et narcissisme vulnérable. On demande dans un premier temps aux gens de le répondre honnêtement à ce questionnaire. Ensuite, on va les dispatcher en deux conditions. La première condition, ça va être l'utilité sociale, donc c'est-à-dire qu'on leur demande, on leur dit voilà, vos questionnaires vont être lus par une personne qui va vous évaluer en cherchant du coup quelqu'un qui va être intelligent, qui va être compétent, etc. Donc c'est tout ce qui est trait de personnalité qu'on a défini dans la littérature comme étant relevant de ce qu'on appelle l'utilité sociale. Et ensuite, une autre condition qu'on appelle la désirabilité sociale. Donc là, l'idée, c'est que les gens doivent se faire passer pour quelqu'un de sympathique, d'agréable, etc. Et dans ces deux conditions, lorsqu'on leur demande aux gens de se valoriser, on va avoir une augmentation de leur score de narcissisme grandiose et une diminution du narcissisme vulnérable. Donc là, qu'est-ce qu'on peut se dire? C'est qu'on a effectivement en tout cas un effet statistique. Ça veut dire que potentiellement le narcissisme grandiose, il est valorisé. Bon, après, il y a quand même un détail quand même supplémentaire qui est assez important. C'est que si on demande aux gens ensuite de se dévaloriser, on va avoir une très très grande augmentation du narcissisme grandiose et du coup une augmentation du narcissisme vulnérable. En tout cas, pour la condition désirabilité sociale. Pour l'utilité sociale, là, on va avoir une diminution du narcissisme grandiose. Donc, c'est-à-dire que le narcissisme grandiose, il est normatif, notamment du point de vue de l'utilité sociale, et il est normatif avec un effet plafond sur la désirabilité sociale, c'est-à-dire qu'il va être normatif jusqu'à un certain seuil. Si on est trop narcissique grandiose, là, c'est plus normatif. Voilà, donc ça veut D'accord. dire que potentiellement, effectivement, on a une société qui valorise le narcissisme, et particulièrement le narcissisme grandiose. Et en fait, le narcissisme grandiose, c'est relié avec des variables, notamment comme l'orientation à la dominance sociale, donc la tendance à vouloir maintenir la hiérarchie sociale, et plus ou moins, là ça dépend en fait de la littérature, avec l'autoritarisme de droite. Donc l'autoritarisme de droite, c'est quelque chose qui se définit avec trois dimensions. La soumission à l'autorité, enfin, la tendance en tout cas à se soumettre à des figures d'autorité, l'agressivité au nom de ces dites autorités, et un conventionnalisme, notamment en termes de pensée, d'attitude et de comportement. Voilà, donc là, bon, pour le coup, ça dépend de la littérature, c'est-à-dire qu'on peut avoir des corrélations positives et négatives. Il semblerait en fait qu'effectivement le narcissisme grandiose se soit divisé en deux sous-dimensions, et l'une en fait corrèle positivement avec l'autoritarisme de droite et l'autre négativement, ce qui pourrait expliquer justement cette complexité. Où j'avais cru comprendre que dans le narcissisme, il y avait le narcissisme vulnérable qui était plus corrélé avec le roi, donc enfin, le RWA, donc l'autoritarisme de droite, et l'autoritarisme grandiose qui lui était plus lié, voire causé avec le SDO, donc l'orientation à la dominance sociale. Et pour le coup, c'est effectivement le cas. Là, j'ai pas parlé du narcissisme vulnérable dans ces cas-là, puisque pour le coup, le lien entre idéologie néolibérale, narcissisme vulnérable et autoritarisme de droite, il est moins tangible. Il est tangible en se postant sur finalement c'est quoi le lien entre narcissisme grandiose et narcissisme vulnérable. Et en fait, on voit qu'effectivement, les hauts scores de narcissisme grandiose ont tendance à développer un haut score de narcissisme vulnérable. Ce qui pourrait dire que finalement, dans une société qui favorise le narcissisme, et notamment le narcissisme grandiose, si on arrive à un certain plafond, potentiellement on va développer une forme de vulnérabilité, en tout cas on va développer du narcissisme vulnérable, qui pourrait lui-même expliquer en fait une adhésion à l'extrême droite. On est sur des liens de liens de liens, et donc là effectivement le narcissisme vulnérable, pour le coup, est davantage lié à l'autoritarisme de droite, même s'il est lié en fait par le narcissisme collectif à l'autoritarisme de droite. Donc le narcissisme collectif, c'est une survalorisation d'un groupe auquel le sujet appartient. Et dans la même logique que le narcissisme vulnérable, c'est l'idée qu'on va penser que ce groupe n'est pas reconnu à sa juste valeur. Donc là, voilà, c'est dans l'idée qu'on voit effectivement le lien entre les deux. Là, on a la littérature qui finalement nous dit que potentiellement le narcissisme collectif, c'est une stratégie en fait de gestion de son narcissisme vulnérable.
Donc il y a cette idée qu'effectivement, en développant un fort score de narcissisme vulnérable, on sera plus enclin potentiellement à développer un haut score de narcissisme collectif sur certains groupes, notamment en termes de nationalisme. Et donc c'est là que ça va être intéressant, c'est que bah, effectivement, ce narcissisme vulnérable, notamment en termes de nationalisme, va être corrélé à l'autoritarisme de droite. Est-ce que tu peux expliquer peut-être vraiment le lien causal, qu'il y a bien un lien causal, comment on passe il y a un système qui encourage une pensée libérale, à, du coup, ça va favoriser certains traits narcissiques, et de là, comment on en vient, du coup, à cette pensée d'extrême droite? Donc là, ce qu'on peut dire, c'est dans l'idéologie dominante actuelle, qu'elle soit managérialiste ou néolibérale, on aurait donc un narcissisme normatif. En tout cas, c'est ce qui semble être là en termes de preuves empiriques. Maintenant, ça demande quand même à être répliqué, à aller plus loin, etc. Mais en soi, on a quand même déjà un début de données. Donc potentiellement, il faudrait quand même un lien, et le souci, c'est que là, le lien, il est quand même compliqué à voir, entre valorisation, en tout cas le fait que le narcissisme soit normatif, et le fait que les gens sont plus narcissiques. Donc ça, effectivement, c'est un lien qui est plus hypothétique. Ensuite, on a donc le narcissisme grandiose qui cause l'ASDO. Donc ça, avec un effet moyen élevé. Ça, on a Sitchoka et collaborateur en 2024, Sigler et collaborateur en 2020, etc., etc. Donc, l'orientation à la dominance sociale, c'est-à-dire que le fait d'avoir un narcissisme grandiose, ça va impacter cette variable, donc qui est le fait de trouver ça normal, qu'il y ait des inégalités. Je ne sais pas si tu veux l'expliquer plus en détail, mais voilà, le fait de considérer que les hiérarchies sociales sont normales, quoi. C'est normal, acceptable, et d'être assez réfractaire aux politiques de réduction des inégalités, quoi. C'est une notion C'est très ça. rapide, mais Très bonne définition. Et donc, effectivement, l'ASDO, c'est notamment corrélé. C'est pas forcément complètement corrélé avec l'extrême droite, mais en tout cas, c'est corrélé avec tout ce qui va être autour de la discrimination, que ce soit effectivement le racisme, le sexisme, et tout, en fait, tout ce qui est basé sur la hiérarchie sociale, quoi. Donc, on a ce type de lien, et on a ensuite des corrélations avec la RWA. Et des corrélations qui sont parfois positives et parfois négatives. Donc là, c'est à prendre avec plus de pincettes. Donc effectivement, il y a des pistes sur l'idée que potentiellement certaines dimensions du narcissisme grandiose bah, vont impacter positivement la RWA et d'autres vont potentiellement en fait avoir un lien protecteur avec la ouais. RWA. RWA, donc l'autoritarisme de droite, pour Oui, pour pardon. Donc avec l'autoritarisme de droite. Ok. Entre le narcissisme et l'autoritarisme de droite, on soupçonne, on va dire, un lien causal, mais pour l'instant, on en est juste à avoir démontré une corrélation, c'est ça? C'est-à-dire qu'on a un lien causal entre le narcissisme collectif et l'autoritarisme de droite, et on a des liens corrélationnels entre narcissisme vulnérable et narcissisme collectif, mais on a divers auteurs qui nous disent que, en théorie, ça semble être dans ce sens-là. Donc effectivement, on a du narcissisme vulnérable, donc on va avoir tendance à développer du narcissisme collectif auprès d'un ou plusieurs ans de groupe pour combler, entre guillemets, cette vulnérabilité. Donc après, par contre, c'est effectivement quelque chose qui est un lien hypothétique, théorique, qui demande à chercher une causalité. Après, le souci de la causalité, c'est qu'il y a quand même un certain nombre d'éléments pour définir ce que c'est une causalité, et c'est pas très facile non plus. Ce modèle explicatif qui va donc de la pensée libérale en passant par le narcissisme et qui en arrive à favoriser les idées et le vote d'extrême droite. Est-ce que ça te paraît, je sais pas, il y a peut-être, on va dire, il pourrait avoir des explications concurrentes. Est-ce que ça te paraît quand même, on va dire, assez solide, quoi, comme expliquer une bonne partie? Est-ce que tu penses que cette idée, ce modèle en passant par le narcissisme est quand même une bonne explication? Est-ce que ça explique beaucoup? Parce que j'imagine qu'il pourrait avoir d'autres alternatives. Je sais pas ce que tu en penses, mais on pourrait citer par exemple tout simplement le contexte médiatique avec le fait que la gauche soit diabolisé et que du coup, ça peut-être ça empêche aussi de voir une certaine alternative. Je sais pas, comment tu positionnerais ton propre modèle par rapport à, enfin, je dis ton propre modèle, t'es pas le seul à faire ça, mais on va dire, ce modèle-là par rapport aux explications alternatives. Enfin, je dis alternatives, elles sont forcément, il peut y avoir plusieurs explications ensemble. Pour le coup, c'est un modèle en fait parmi d'autres. Je pense qu'effectivement, c'est un modèle explicatif intéressant et qui me semble intéressant à approfondir puisque c'est un peu le sujet de ma thèse. Mais en soi, effectivement, il y a énormément de variables qui peuvent expliquer l'adhésion à l'extrême droite et notamment cette question de la médiatisation d'éléments négatifs avec tout ce qui va être effectivement biais de négativité, avec syndrome du grand méchant monde, etc. Bah, si effectivement je me sens menacé, la menace, c'est aussi une variable explicative du vote à l'extrême droite, ou en tout cas de l'adhésion à des idées d'extrême droite. Là, ce qui est intéressant, en tout cas, avec ce type de modèle, c'est qu'effectivement, on s'intéresse notamment à des liens pas forcément uniquement comportementaux sur qu'est-ce qui cause un vote à l'extrême droite. On va s'intéresser notamment bah, donc à la RWA, donc l'autoritarisme de droite, et la SDO, donc l'orientation à la démoniance sociale, qui sont des variables qui peuvent être plus ou moins stables et qui vont en fait amener bah, du coup tout un système de pensée, un système motivationnel des comportements politiques. Mais en soi, on sait aussi que la menace, ça va avoir un impact par exemple sur la RWA. Donc il y a effectivement beaucoup de choses. C'est quand même très complexe. C'est tout l'intérêt des sciences sociales, même si c'est aussi compliqué, puisque ça demande parfois d'élaguer, parce qu'on voit qu'il y a 1000 théories qui expliquent le même effet.
et qui parlent parfois même du même objet, mais c'est juste qu'il est défini avec des mots un petit peu différents, parce qu'on a des théories qui viennent de que ce soit divers endroits, diverses cultures, c'est-à-dire effectivement, quand on va avoir une théorie anglophone et une théorie francophone qui vont expliquer la même chose, bah, on peut être sur la même chose, mais avec deux noms différents. Donc c'est Ouais. toujours un travail Mm. d'élagage. Ouais. Tu fais le lien aussi avec la honte. C'est quoi le lien entre la honte et tout ce qu'on vient de parler jusqu'ici? Ce qui est intéressant avec la honte et le lien justement avec ce modèle-là, c'est que la honte, elle vient vraiment lier un petit peu tout ça. C'est-à-dire que bon, ça peut paraître un peu flou en disant bon, le narcissisme c'est valorisé, ça nous amène potentiellement à avoir davantage d'adhésion aux idées d'extrême droite. Ok. Mais la honte, elle a cet avantage que elle est liée notamment au narcissisme, qu'il soit grandiose ou vulnérable. C'est-à-dire que le grandiose, il est protégé de la honte, mais pas toujours. C'est-à-dire que par exemple, s'il a beaucoup de fantasmes de grandeur, il va être plus vulnérable à la honte. Donc voilà, il y a certaines dimensions du narcissisme grandiose qui ne protègent pas et qui vont rendre plus vulnérables. Et dans l'ensemble, le narcissique grandiose va être notamment agressif lorsqu'il va se sentir vulnérable face à la honte. Cette notion d'agressivité, elle est aussi intéressante. Et la honte, elle va être très reliée au narcissisme vulnérable, puisque le narcissisme vulnérable va amener aussi une vulnérabilité à la honte, avec aussi derrière de l'agressivité. Et ce qui est intéressant, c'est que dans une société qui va nous responsabiliser de notre choix, nous responsabiliser de nos conditions de vie, et notamment potentiellement effectivement de nos conditions économiques, potentiellement que la honte d'être pauvre, parce que la société nous renvoie le fait que c'est notre faute si on n'a pas réussi dans la vie et qu'on n'est pas milliardaire comme Bernard Arnault, et bien effectivement, ça va potentiellement nous amener à être plus agressifs et adhérer justement à des idées d'extrême droite. C'est là que c'est quelque chose qui va être assez intéressant, c'est que la honte, elle semble être bien en lien avec l'idéologie néolibérale et avec le narcissisme. Et avec potentiellement justement les discriminations qu'on va avoir derrière, qui permettent en fait d'exprimer cette agressivité qu'on va avoir à travers la honte. C'est quoi le lien entre la honte et le fait d'approuver des idées discriminantes? On a surtout des liens entre la honte et l'agressivité de manière générale. Donc, quand on prend l'adhésion aux idées d'extrême droite, et qu'on va notamment en sociologie, qu'est-ce qui nous amène à adhérer en fait, aux idées d'extrême droite? On va avoir effectivement l'idée que si je fais partie des dominés, j'adhère à des idées qui pourtant vont contre mes intérêts personnels. Puisque l'extrême droite, à la base, c'est quand même quelque chose qui va dans les intérêts des dominants, puisqu'on vient généralement renforcer parfois même la hiérarchie sociale actuelle. C'est juste que ça nous permet en fait potentiellement de taper sur d'autres groupes minoritaires pour leur retirer des droits soi-disant à notre bénéfice. Donc c'est l'idée, je perçois la société comme immuable, donc comment est-ce que je peux améliorer mes conditions de vie? Je vais taper sur des classes qui sont encore en dessous de moi. Et c'est dans cette idée que potentiellement la honte, elle viendrait stimuler l'agressivité contre ces classes inférieures. Pour se revaloriser, du coup, on a honte de soi, mais du coup, ça permet de se revaloriser en tapant sur les plus faibles, quoi, c'est ça? C'est ça. Du Donc elle coup, a plus un lien vraiment avec le narcissisme que en ouais. tout cas l'autoritarisme en tant que tel. Pour préciser aussi pour les gens qui écoutent, et c'est vrai que peut-être qu'on utilise les concepts, peut-être qu'on oublie un peu que c'est pas des trucs qui sont forcément très connus, mais donc l'orientation à la dominance sociale et l'autoritarisme de droite, c'est des, on va dire, ça fait partie des traits psychologiques qui sont parmi les plus intéressants quoi, pour expliquer les tendances politiques. Et j'ai l'impression que l'orientation à la dominance sociale, ça paraît assez logique. On se dit, bon, ben, surtout si on est dans une position de dominant, l'orientation à la dominance sociale est corrélée avec le statut. Donc voilà, si on est dans une position de dominant et que on adhère, on a une idéologie qui fait qu'on va légitimer les inégalités, on va légitimer notre statut, on en vient du coup à cautionner des idées d'extrême droite et donc voilà, on va cautionner des idées racistes ou quoi et qui concernent notre privilège. C'est pas hyper surprenant. Et là où j'ai l'impression que c'est beaucoup plus surprenant, c'est pour les gens qui sont plus de bas statut ou qui n'auront pas forcément cette hiérarchie, cette orientation à la dominance sociale. Donc là, il y a l'autoritarisme de droite qui vient expliquer certaines choses, mais c'est quand même beaucoup plus contre-intuitif de se dire mais pourquoi les personnes de bas statut vont voter pour l'extrême droite? Enfin, on comprend que les gens, ça peut être de l'égoïsme assumé, quand on vote pour nos propres intérêts, c'est pas surprenant, mais quand les gens votent contre la majorité de la population, mais aussi contre leurs propres intérêts, c'est là que c'est quand même, j'ai l'impression que c'est vraiment un gros défi psychologique de se dire mais comment on explique cet acte qui paraît vraiment au premier abord très étrange, quoi. C'est vrai que ça paraît étrange de voter contre son propre intérêt en tant que classe dominée. Et donc, comme on en a parlé juste avant, ça peut être quand même pour son intérêt parce que déjà, par exemple, sur l'adhésion à l'extrême droite, on a un lien fondamental au racisme. Ça, pour le coup, c'est que ce soit en sociologie, en psychologie, on a des liens, que ce soit avec les échelles qui mesurent le racisme ou tout simplement en sociologie avec les différents entretiens qu'on a avec les membres d'extrême droite et avec les personnes qui vont voter pour justement l'extrême droite. Donc, on a effectivement ce lien fondamental qui nous permet de dire, voilà, on a des attitudes racistes, donc on va taper sur des populations racisées pour avoir effectivement davantage de droits en leur en retirant.
mais ça reste quand même un intérêt qui peut être moindre par rapport à des sociétés égalitaires. Et pourtant, même chez des populations dominées, on va avoir tendance souvent à être contre des sociétés égalitaires, contre des propositions de sociétés égalitaires. Et ça, c'est expliqué par encore un concept supplémentaire qu'on va appeler la théorie de la justification du système. Donc là, effectivement, c'est l'idée que les gens sont motivés à justifier le statu quo, même si ce n'est pas dans leur intérêt. Et effectivement, quand on s'intéresse aux recherches sur la justification du système, c'est l'idée que les membres de groupes désavantagés, sous certaines circonstances, mais en vrai, de manière générale, c'est quand même ce qu'on retrouve justement, mais certaines circonstances vont avoir tendance à augmenter cette justification du système. Ils vont avoir plus tendance à justifier le système, finalement, pour réduire une forme de dissonance idéologique qui fait que le statu quo est maintenu aujourd'hui, il est préservé, alors que pourtant, il va pas dans l'intérêt de la majorité. En fait, c'est cette idée que l'individu, il n'est pas passif, il comprend le monde qui l'entoure, il essaie l'appréhender. Et on se retrouve effectivement être dans une situation où on voit que la situation, elle n'est pas tenable pour une grande partie des gens. Mais pourquoi est-ce qu'on s'oblige autant de souffrance au quotidien si au final, en fait, le système, faudrait le changer parce que la majorité des gens n'ont pas intérêt à le maintenir? Et cette gymnastique mentale, on va l'appliquer en justifiant le système et en disant finalement, en fait, les gens ont quand même ce qu'ils méritent. Même quand moi je suis pauvre, et en fait j'ai ce que je mérite, c'est parce que finalement il y a des choses qui m'ont amené à être pauvre et peut-être que demain la personne peut croire qu'elle aura aussi les mêmes chances que les autres et que voilà jusqu'alors soit il y a eu des imprévus qui sont exceptionnels et bon, elle peut justifier les choses comme ça, soit effectivement c'est cette idée que elle aurait pu mais en fait elle n'a pas travaillé suffisamment, elle avait d'autres priorités dans la vie, peu importe. Donc dans l'idée qu'en tout cas on va avoir tendance à vouloir réduire en fait cette dissonance idéologique. Et après, il y a aussi plein de variables qui vont expliquer en fait justement cette justification du système. Et l'autoritarisme de droite et la dominance sociale sont des variables qui vont causer une plus ou moins forte justification du système. Et après, on a aussi d'autres variables comme le besoin de clôture. Le besoin de clôture, c'est le fait d'avoir besoin, dans une situation ambiguë, d'avoir une réponse simple. Et donc effectivement, c'est quelque chose qui peut être plus ou moins élevé en fonction des individus et aussi en fonction des situations dans lesquelles on met les individus. Dans situation de stress, par exemple, on peut augmenter le besoin de clôture. Et donc, si on augmente le besoin de clôture, ou en tout cas si on a quelqu'un avec un haut besoin de clôture, la personne va avoir tendance à davantage justifier le système. Ou alors, pareil, on a aussi la croyance en un monde juste, ce qui peut être assez similaire finalement à la justification du système. Donc ça, c'est pareil, c'est des chercheurs dans les années 80 qui ont vu que les gens avaient tendance à penser que le monde était juste. Et du coup, on peut avoir tendance à penser individuellement plus ou moins que le monde est juste. Et donc, plus on va penser que le monde est juste, plus on va justifier le système. Cette théorie de la justification du système, elle met aussi le doigt sur ce que je voulais dire tout à l'heure quand j'ai dit que c'est quand même très difficile d'expliquer pourquoi les gens votent contre leurs intérêts. Et du coup, il y a tout le lien aussi avec un truc un peu paradoxal, mais c'est que plus on se sent menacé, plus on va être réfractaire au changement. Et le paradoxe, c'est que plus les gens sont dans des situations défavorables, plus ils vont se sentir menacés. Et donc, ça peut risquer qu'ils en arrivent à cette boucle où finalement, ils vont finalement être réfractaires au changement et ils vont vouloir conserver le statu quo, surtout qu'il n'y ait pas de changement. Et du coup, ils vont préserver le statu quo qui est nuisible pour eux finalement. Non, tout à fait. Ce qui est intéressant, c'est que là, que ce soit le besoin de clôture, la croyance en un monde juste, l'autoritarisme de droite, ce sont des variables qu'on retrouve davantage chez les populations dominées. Lesquelles variables tu as dit là? Autoritarisme de droite, Ouais. besoin de clôture et croyance en un monde juste. Ouais. Là où Et l'orientation à la donc, dominance sociale, par contre, c'est plus chez les populations dominantes. exactement. Donc effectivement, donc plein de choses qui vont davantage motiver les personnes de bas statut à justifier en fait le statu quo et à justifier le système dans lequel ils sont. Et ce qui est moins le cas finalement par les personnes qui sont à haut statut. D'une certaine façon, avec tous les privilèges, que ce soit le capital culturel ou ces choses-là, les gens vont avoir tendance à davantage considérer que le système n'est pas forcément juste, qu'ils ont eu davantage de chances que les autres. Mais bon, en même temps, ça ne veut pas dire qu'ils sont pas là à être d'accord avec le système et à souhaiter maintenir ou non en tout cas ce système en place. Ce qui prouve, c'est qu'effectivement, ils ont une plus grande orientation à la dominance sociale, donc potentiellement, ils ont davantage envie de le maintenir, malgré qu'ils savent, en tout cas en partie, que ce système n'est pas égalitaire. Pour revenir du coup sur la question de la honte, qui met un peu le doigt aussi sur mais comment ça se fait que des personnes précaires en viennent à voter avec l'extrême droite. Et globalement, là, on voit, si on regarde par exemple les courbes de vote, ce qui est clair, c'est que plus on est riche, plus on vote Macron. Les classes précaires votent pas trop Macron. Par contre, est-ce que les votes des plus pauvres votent plutôt Le Pen ou plutôt Front Populaire? Et là, c'est plus mitigé. Ce que je dis, donc, c'est que la pauvreté n'explique pas le vote d'extrême droite, mais par contre, la honte d'être pauvre, elle explique le vote d'extrême droite. Donc ça, c'est surtout des chercheurs en Pologne qui sont intéressés à ça et qui voient qu'effectivement, c'est davantage la honte d'être pauvre qui explique le vote à l'extrême droite que la pauvreté.
Est-ce que du coup là on peut faire un lien donc avec la pensée libérale où si on est dans une logique très libérale, je suis pauvre, c'est ma faute, c'est parce que je suis nul, donc ça va favoriser la honte. Là où si on a une pensée moins libérale, plus de gauche, où on va se dire oui, si je suis pauvre, c'est parce qu'il y a un système inégalitaire qui est injuste. C'est quoi le cheminement de pensée qui fait qu'à partir de je suis pauvre et j'en ai honte à comment j'en arrive à me dire je vais voter extrême droite? C'est là que je trouve que le modèle que j'essaie un petit peu de développer est intéressant. Je suis pas non plus la seule personne à le développer, mais pour moi, il y a, en tout cas au niveau de l'extrême droite, une espèce d'appel à la honte d'être pauvre, à la honte de pas défendre son pays contre des pseudo-invasions extérieures, toutes les théories du complot, grand remplacement, etc. Et cette honte, elle va être notamment potentiellement catalysée par le fait d'avoir un haut score de narcissisme vulnérable, ce qui va m'amener à davantage effectivement adhérer à des groupes patriotes, nationalistes, et donc à des idées autoritaires de droite. Donc oui, comment est-ce que ça peut s'exprimer chez quelqu'un qui serait plutôt sur des idées d'extrême droite? Bah, potentiellement, effectivement, j'ai honte d'être pauvre, donc je veux changer la situation. Il me semble que le système est immuable parce qu'en fait, effectivement, ce qu'on va retrouver notamment à l'extrême droite, c'est des personnes qui ont ce qu'on va appeler un haut cynisme politique. Encore une variable. Un haut cynisme politique, c'est notamment un sentiment d'impuissance vis-à-vis du gouvernement et une volonté plus ou moins potentiellement de changer les systèmes. Donc on va pas retrouver une volonté de changer le système à l'extrême droite, mais on va retrouver effectivement cette impuissance. Et cette impuissance, elle s'exprime en disant, bon, je peux pas changer le système, donc je vais trouver une solution pour potentiellement avoir plus de droits en prenant à d'autres personnes. C'est vrai que ça me fait penser à, justement, dans les enquêtes, notamment bon, celle qui avait été pas mal médiatisée, Félicien Faury, qui avait été pas mal médiatisée pendant les périodes des dernières élections, ce qui retraçait des discours des gens qui l'avaient interrogé. C'est qu'effectivement, il y a souvent, des fois, cette vision du côté très immuable, quoi. On ne peut pas changer le système. Du coup, Mm. envisager de relever un peu notre niveau et de peut-être de diminuer un peu celui des milliardaires, je sais pas, de toucher aux dividendes ou quoi. Toucher aux élites économiques, ça, c'est pas possible. Par contre, essayer de retirer des droits et tout aux migrants pour s'assurer que nous, on n'en perde pas, un peu dans cette idée de nous, on conserve notre confort et ça, c'est possible. Donc, il y a ce lien-là avec voilà, l'impossibilité de s'attaquer au plus haut, mais du coup, on s'attaque à ceux sur qui on peut faire quelque chose, quoi. Tout à fait. L'ouvrage dont je parlais justement en sociologie, c'était Félicien Faury. Impeccable. En tout cas, effectivement, comment ça peut se manifester, ce serait plutôt dans ce style-là. Et effectivement, si la honte d'être pauvre tend à nous amener à davantage voter à l'extrême droite, à adhérer à des idées d'extrême droite, bah, ça paraît pas étonnant non plus que ça fasse partie en fait des rhétoriques de l'extrême droite, des stratégies de propagande qui sont mobilisées au niveau de l'extrême droite. Si on fait Oui. effectivement des relations de médiation, on va voir que effectivement, c'est la honte qui explique et pas une relation Ouais. directe. Comment on explique qu'il y ait ce lien? Comment ça se fait que la honte ait cet effet? Est-ce que là, on a observé une corrélation et on ne sait pas expliquer pourquoi, ou est-ce qu'on a quand même des billes pour expliquer pourquoi? Bah, si je ne me trompe pas sur justement ces chercheurs polonais, on se retrouve sur cette idée que c'est la honte qui explique le vote et c'est pour ça qu'on a des politiques, enfin comment dire, des stratégies en tout cas de propagande qui sont centrées sur la honte. J'ai pas souvenir d'une explication particulière, mais c'est aussi pour ça que je m'intéresse au narcissisme vulnérable, parce que là, pour le coup, la honte, elle vient créer effectivement une espèce de sentiment de détresse, on va dire en tout cas au niveau du narcissisme vulnérable. Pour gérer cette situation, je vais potentiellement m'appuyer sur un endogroupe que je vais survaloriser, le nationalisme, et c'est là ensuite, pour moi, que j'adhère à l'autoritarisme de droite, au conventionnalisme, à la soumission à l'autorité, etc. Et qui va m'amener à voter, à adhérer en fait à ces idées-là. Donc là, c'est là en tout cas personnellement que je fais le lien. On a des liens en fait entre les variables, potentiellement corrélationnels, potentiellement causal, mais on n'a pas encore de test. Et ça, c'est ce qui m'intéresserait. Un test vraiment du modèle et potentiellement un test statistique des relations de médiation, de modération au sein de ce modèle. Ça, c'est une faiblesse qui va être très intéressante à approfondir. Tu as parlé du cynisme juste avant. Est-ce que tu veux développer? Oui, le cynisme, donc ça, c'est potentiellement ce qui va être un marqueur de radicalisation au niveau de l'extrême droite. Effectivement, c'est quelque chose qu'on trouve davantage à l'extrême droite, le cynisme politique. On va trouver des liens aussi avec l'orientation à la dominance sociale et pas uniquement avec l'autoritarisme de droite. À la différence que l'orientation à la dominance sociale, on va avoir un lien négatif avec la dimension du cynisme politique qui veut changer le système. C'est-à-dire que voilà, on voit effectivement les personnes veulent maintenir la hiérarchie sociale. Quand on leur pose des questionnaires de cynisme politique, on va retrouver tout ce qui va être autour potentiellement de l'intérêt
Est-ce que le gouvernement, notamment, trahit? On va retrouver ce qu'on va appeler une morale laxiste envers les politiques, c'est-à-dire que on est d'accord pour que les politiques soient des corrompus si c'est dans notre intérêt, et on est d'accord sur le fait que potentiellement, le système politique, il n'est pas forcément très fonctionnel, mais on veut pas que le système change. C'est assez paradoxal du coup quand même. On considère que le système est problématique, mais on ne veut pas qu'il change. C'est ça, on veut pas qu'il change tant qu'il reste dans notre intérêt en tout cas. Oui, parce qu'on pourrait se dire, par exemple, si je suis quelqu'un de précaire mais blanc, on pourrait me dire, théoriquement, j'ai un intérêt à ce que le système change, sauf que s'il change, j'ai peur qu'il change contre mon intérêt et qu'il change peut-être, je sais pas, dans une idée un peu caricaturale, que les élites restent des élites, par contre, les Noirs vont prendre ma place ou les femmes vont prendre ma place et du coup, je vais perdre en statut. Est-ce que c'est ça un peu la logique qu'il y a derrière certaines pensées? L'autoritarisme de droite, dans son lien avec le cynisme politique, lui par contre n'a pas en fait de corrélation ni positive ni négative avec cette dimension de changement social. C'est-à-dire D'accord? que on peut pas dire que les personnes qui sont des autoritaires de droite avec un haut score, je le précise pas forcément, mais quand je dis un narcissique vulnérable, un autoritaire de droite, je parle toujours de haut score. C'est pas une personne en tant que telle, c'est cette idée de haut score. Donc, si on a un haut score en autoritarisme de droite, la personne va pas forcément avoir envie de davantage changer le système qu'un Mm. moyen ou un bas score, ou alors que le système reste le même. On est dans l'idée que potentiellement, en fait, le système, il est vu comme immuable parce que les personnes se sentent impuissantes face au système politique. Mais par contre, est-ce qu'elles veulent le changer? On n'a pas de relation particulière aujourd'hui. J'ai l'impression que c'est assez contre-intuitif, oui, parce que des fois, c'est pas très clair. Typiquement, dans le vote d'extrême droite, alors en France, mais c'est peut-être encore plus le cas aux États-Unis, en plus, on est dans le contexte où Trump vient d'être élu, où dans le discours, c'est très ambivalent, où à la fois, il y a un discours de on veut du changement, on veut se débarrasser de l'élite corrompue, on en a marre que ça reste comme ça, on veut du changement, et Trump incarne le changement, mais à la fois, c'est des gens qui sont très conservateurs, et c'est assez clair que Trump est conservateur, voire réactionnaire, il est clairement perçu comme ça. Donc, est-ce que les gens veulent du changement ou pas? Tout comme Le Pen, les gens, c'est assez clair que c'est conservateur, mais les gens se disent, ils en ont marre des élites actuelles, ils veulent du changement. Du coup, c'est un peu ambivalent et ça pose question sur le plan psychologique de est-ce que les gens veulent du changement ou ils veulent pas du changement? Ou dans quel sens ils veulent du changement, quoi. Là, il y a deux réponses possibles. Je vais commencer par la réponse la moins stimulante peut-être, parce que du coup, ça demande à approfondir les choses, même si ça peut Ouais. être très stimulant. Mais par exemple, quand on regarde les recherches sur le cynisme politique, l'autoritarisme de droite et la dominance, enfin l'orientation à la dominance sociale, on est sur des études qui généralement se passent en Amérique latine, Mm. qui ont un contexte aussi social et politique qui est bien différent d'autres contextes comme le nôtre. En termes de corruption, etc., c'est aussi des choses qui sont très différentes. Donc, potentiellement, il va y avoir un contexte socio-historique qui va, en fait, finalement, influencer les résultats. Et on n'aura pas forcément ça chez nous. À savoir que, en fait, c'est là que c'est intéressant la psychologie, c'est que on essaye d'avoir des fonctionnements généraux, des fonctionnements universels de la psychologie humaine, mais parfois en ayant aussi le contexte social qui peut avoir quand même beaucoup d'influence. Donc Ouais. voilà, il y a potentiellement ça. Après, je reste sur l'idée que ça reste quand même cohérent d'une certaine façon parce que l'autoritarisme de droite, et donc c'est potentiellement des résultats qu'on pourrait retrouver en France, dans certains pays occidentaux, parce que l'autoritarisme de droite, c'est finalement notamment du conventionnalisme. Donc on ne cherche pas tant à changer le système, on est dans des idées réactionnaires, on veut potentiellement un retour en arrière ou un maintien de la hiérarchie sociale actuelle. Donc en soi, est-ce qu'on est dans un changement du système tel que ça l'est défini, en tout cas par exemple sur le cynisme politique? Peut-être pas forcément. C'est peut-être pour ça qu'on n'a pas une relation particulière. Parce que on a un peu de changement de système potentiellement, parce qu'on veut revenir en arrière, mais on n'a pas non plus des personnes qui vont vouloir avoir un fort changement de système et aller tout de suite dans un système très autoritaire. On est plus sur l'idée de, voilà, on veut du conventionnalisme, on veut garder nos traditions, etc., etc. Du coup, est-ce qu'il peut avoir donc une perception du changement dans le sens qu'il pourrait avoir une vision qui serait, il y a déjà un changement qui serait trop vers le progressisme et qu'il faudrait un changement, mais pour revenir en arrière, un truc très réactionnaire de revenir vers le bon vieux temps, est-ce qu'il peut avoir des logiques un peu comme ça ou pas forcément? J'imagine que ça dépend après aussi du score et des variables associées. Si on prend effectivement tout ce qui est autour du masculinisme, on prend la population incel. Dans la population incel, on a une perception de la société comme étant dominée par les femmes ou en train d'être dominée par les femmes. Et les hommes ne sont plus reconnus à leur juste valeur, et notamment eux, les hommes qui ne sont pas souillés par des femmes. C'est ça qui est aussi intéressant chez les incels, c'est cette idée qu'au final, à partir du moment où on est soi-disant rejeté par la gente féminine, alors on peut faire partie des incels, mais si on a été potentiellement qu'on a eu des relations amoureuses ou sexuelles avec des femmes, va y avoir notamment les mouvements les plus radicaux qui vont dire que cette personne a été souillée en fait par les femmes.
Donc les incels vont avoir tendance à penser effectivement que la société, du coup, s'est féminisée, que les femmes sont devenues dominantes. Donc là, peut-être qu'on a effectivement cette idée de retour en arrière. Après, en soi, je sais pas si... est-ce que c'est quelque chose qu'on retrouve partout? Je saurais pas dire. Que ce soit le sexisme, les idées masculinistes ou plus précisément l'identification aux incels, on a des liens avec la RWA et la SDO. RWA, SDO, c'est des variables, donc la dominance, l'orientation à la dominance sociale et l'autoritarisme de droite, qui sont reliés justement à ce qu'on va appeler une pensée de droite et notamment une pensée d'extrême droite. Donc cette idée qu'effectivement déjà de base, d'un point de vue du construit psychologique, bah on a un lien en fait entre les attitudes sexistes, masculinistes et la droite, et notamment l'extrême droite. Donc après, maintenant, on a aussi effectivement des personnes qui sont dans d'autres domaines, notamment dans l'histoire. Donc on a par exemple Christine Bard qui va étudier au niveau historique l'antiféminisme et l'extrême droite et qui voit effectivement que en fait, c'est quand même quelque chose qui il y a toujours eu un lien en fait entre l'extrême droite et l'antiféminisme et en fait globalement les mouvements masculinistes. Voilà, c'est dans l'idée de les sciences sociales de manière générale bah, vont aussi parler notamment bah, d'intersectionnalité des haines. Donc voilà, petit parallèle par rapport à l'intersectionnalité de manière générale des luttes. Ouais, je crois que dans le live avec Réalité Sociale, vous avez appelé ça, du coup, vous avez parlé de convergence des haines, du coup, là aussi que se pose à la convergence des luttes. Ouais. Tout à fait. Donc effectivement, on a un lien entre masculinisme, incel, extrême droite. Donc un lien qui peut se faire sur diverses disciplines. J'en avais parlé dans une vidéo il y a un certain temps sur le fait que l'orientation à la dominance sociale soit vraiment, au-delà de la corrélation, soit vraiment un facteur explicatif. Et notamment, en fait, on observe que effectivement, les idéologies discriminantes sont corrélées. Le sexisme est corrélé au racisme, le racisme est corrélé au spécisme aussi. Donc ça, c'est un peu moins Hmm. connu, mais voilà, l'oppression envers les animaux non humains. Et du coup, OK, on a des corrélations, mais qu'est-ce qui fait qu'il y a une corrélation? Pourquoi on y adhère? Et en fait, du coup, en creusant un peu l'origine de ces corrélations, on voit que c'est vraiment l'orientation à la dominance sociale est un Hmm. facteur prédictif et permet d'expliquer, parce qu'en fait, si on fait des groupes et qu'on isole l'orientation à une dominance sociale, en fait, ça peut effacer les corrélations, en fait. Et c'est vraiment l'orientation à la dominance sociale qui semble être vraiment le facteur où plus on, en tout cas, vraiment, plus on augmente l'orientation à la dominance sociale chez quelqu'un, plus il va avoir tendance à être oppressif sur d'autres facteurs, à être aussi plus raciste, etc., quoi. Tout à fait. Et en fait, on a aussi des liens causaux entre RWA, donc autoritarisme de droite, et après aussi, en fait, sexisme, racisme, et finalement, je pense que sur toutes les dynamiques de discrimination, on va avoir relativement des liens causaux. Après, tout n'a pas été étudié, donc en tout cas, on a des liens causaux avec Ouais. le sexisme et le racisme. Moi, j'avais en tête l'étude de Dante Hudson sur le modèle Usdiorm, qui se traduit par modèle de domination homme-animal, enfin un truc comme ça. Je crois qu'ils avaient testé parce qu'effectivement, il y a des corrélations avec l'autoritarisme de droite, mais il me semble que l'orientation à la dominance sociale était quand même un meilleur prédicteur que l'autoritarisme de droite, que c'était en fait qu'ils avaient vraiment ces deux candidats potentiels, enfin, forcément, c'est un peu logique que ça, c'est deux variables, les meilleurs candidats, mais que, a priori, l'orientation à la dominance sociale était quand même finalement un candidat un peu plus, qui paraissait un meilleur prédicteur, quoi. Effectivement, les effets causaux entre orientation à la dominance sociale et diverses formes de discrimination sont plus forts que les liens causaux entre autoritarisme de droite et ces mêmes formes de discrimination. Ce qui n'est pas non plus très contre-intuitif, hein, c'est assez logique vu que forcément si on est plutôt favorable aux inégalités, ou réfractaire aux politiques qui veulent réduire les inégalités, bah forcément, quelle que soit la discrimination qui est derrière cette inégalité, c'est assez logique finalement qu'on s'y oppose. C'est sûr, parce que de toute façon, l'orientation à la dominance sociale, elle est construite avec deux dimensions. On a une attitude positive envers la dominance basée sur les groupes. Donc là, par définition, cette question de discrimination, elle est là. Et la seconde, c'est l'opposition à l'égalité. Donc là, c'est sûr que c'est nettement, en tout cas en termes de construction d'échelle, c'est nettement plus transparent sur la question de discrimination que l'autoritarisme de droite, qui va être plus peut-être sur la question du conventionnalisme, ou cette question de soumission à des leaders, où on a forcément donc un peu des notions de hiérarchie sociale, mais autant c'est vrai que la SDO est clairement transparente là-dessus, quoi. Chez les groupes masculinismes, est-ce qu'on peut rattacher ça à la question de la honte ou du narcissisme? Est-ce que globalement, je ne suis pas sûr, surtout si on prend les personnes les plus misogynes ou tout simplement là, les milieux masculinistes, est-ce que c'est des personnes qui ont des forts taux de narcissisme ou des forts taux de honte ou pas spécialement? Est-ce qu'il y a des liens là-dessus? J'ai pas connaissance d'études qui font des liens entre narcissisme direct, en tout cas, et masculinisme. Après, en soi, bon, déjà, il y a quelque chose d'intéressant, c'est que, par exemple, le narcissisme grandiose, il y a un gender gap. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est majoritairement des hommes qui présentent des hauts scores de narcissisme grandiose. Donc déjà, ça peut rentrer un peu dans cette question-là. En fait, les liens, il est plus au niveau qualitatif. C'est-à-dire que, par exemple, on a V6, donc de Hacking Social, qui a pu faire un excellent doc sur le narcissisme et sur Elliot Rodger, et du coup, qui a travaillé sur cette question de
Et Roger, qui est donc un terroriste qui a fait une tuerie de plusieurs femmes, c'est ça À Isla Vista, oui, tout à fait. Et du coup, qui a publié un manifeste, avec des grandes guillemets, mais un manifeste qui est très relayé dans les milieux incel. Dans les incels, par exemple, on va avoir effectivement cette idée que entre eux, ils s'appellent les gentlemen, et Elliot Rodger serait le gentleman suprême. Et c'est notamment la tuerie qu'il a fait à Isla Vista qui aurait potentiellement en fait amené d'autres tueries incel qui se sont passées après. À Bordeaux, juste avant les JO, il y avait eu aussi une tentative d'attentat qui a été fait justement par un incel. C'est quand même incroyable que on pourrait se dire quand même que les cas les plus extrêmes comme ça ne seraient quand même pas, même dans leur propre groupe, ne seraient quand même pas valorisés. Là, quand on est quand même sur un cas, sur un terroriste masculiniste, fait, c'est quand même incroyable qu'il soit encensé, quoi. On pourrait se dire on aurait pu s'attendre, si on avait une perception moins négative de ces groupes, de se dire, ah ben, ok, il y a plein de problèmes dans ces groupes, mais de là à aduler Elliot Rodgers, c'est quand même difficile à croire. Après, ça montre aussi, justement, on a des liens directs entre dominance sociale et autoritarisme, et donc les deux, et identification aux incels. Donc effectivement, on a une soumission au leader. Donc ça, c'est ce qu'on va retrouver dans l'autoritarisme de droite. Donc si la personne est perçue comme un leader, bah, ça paraît logique qu'on a en fait ce genre de culte de la personnalité. On retrouve cette idée de leader et de se soumettre à ces leaders, donc potentiellement en fait d'aduler les terroristes meurtriers. Qualitativement, on peut retrouver en fait des traces de narcissisme au sein du masculinisme. À voir si on a des données empiriques, ça j'en ai plus en tête en tout cas. Par contre, on va avoir un lien entre la honte et le masculinisme ou les incels, même de manière générale. C'est-à-dire que là, pareil, il y a des liens empiriques, mais en soi, quand on regarde le discours des incels, tout simplement, on a cette honte de ne pas plaire à la gente féminine. Et après, effectivement, on va retourner en fait cette honte en violence envers la gente féminine qui ne nous reconnaît pas à notre juste valeur. Donc c'est là qu'on retrouve justement le lien en fait que je fais dans le modèle entre honte et narcissisme vulnérable. J'ai honte de ne pas être connu. Elliot Rodger, voilà, je conseille absolument pas d'aller lire son texte. Mais en soi, si on a envie de se faire mal, on peut aller le lire. C'est très très bien exprimé. Cette honte justement d'être quelqu'un qui est constamment rejeté par la Ouais. société et rejeté par la gente féminine. Ouais, et là en plus, on voit aussi chez Elliot Rodgers du coup le lien avec le racisme où il se plaint du coup de lui, il n'a pas de succès auprès des femmes, mais il y a des noirs qui arrivent à avoir des femmes blanches et lui, pour lui, c'est pas possible quoi ça. Et ce qui est intéressant, c'est que en plus, Elliot Rodger, à la base, c'est aussi une personne racisée. Je sais plus comment il se définit, mais c'est un demi-blanc, je crois qu'il avait appelé ça dans son livre. C'est une personne racisée, mais qui a intériorisé. Et ça n'empêche pas, on peut être racisé et raciste. C'est pas incompatible, justement sur les dynamiques de justification du système, etc. Ouais. On va justifier sa propre oppression et on va en fait la reproduire. C'est justement ce qu'il y a de très fort en fait avec les systèmes actuels, c'est qu'on va pouvoir naturaliser les oppressions et maintenir en fait, même au sein des populations opprimées, en fait, une discrimination qui va être intériorisée et perpétuée, quoi. La honte dans le milieu masculiniste, est-ce qu'on pourrait dire qu'elle est restreinte au milieu incel ou elle est quand même assez large, tu penses, dans le milieu masculin? Le milieu masculin, c'est tellement large que pour le coup, je pourrais pas dire que c'est quelque chose de très très répandu. Parce qu'en soi, justement, on retrouve quand même des profils qui sont plus, on va dire, un peu narcissiques grandioses, avec effectivement des fantasmes de grandeur. Je saurais pas dire si c'est quelque chose d'universel dans le milieu masculiniste. En soi, on a des profils qui ressortent peut-être plus de haut score grandiose dans certaines mouvances. Et comme on l'a dit, le haut score grandiose peut potentiellement protéger de la honte, même si en soi, il y a aussi effectivement certains facteurs qui peuvent rendre plus vulnérable à la honte. Donc après, il faudrait quand même plus de données pour savoir exactement si toutes les populations du masculinisme, ou en tout cas de manière générale, sont vulnérables à la honte, et même lorsqu'elles ressortent peut-être avec des caractéristiques plus grandioses, est-ce qu'on est sur des populations qui potentiellement ont davantage les dimensions qui ressortent lorsqu'on recherche la vulnérabilité à la honte dans le narcissisme grandiose? Du coup, peut-être une dernière question, c'est que du coup, tu as interviewé des candidats de reconquête. Comment tu as perçu leur discours? Effectivement, j'ai interviewé des personnes avaient divers positionnements politiques, donc ça c'était en Master 2. Donc j'avais 5 personnes qui s'étaient proposées, une personne qui était au NPA, une personne à la LFI, une personne qui adhérait aux idées d'Emmanuel Macron, et 2 personnes qui étaient membres en fait de Reconquête. Pour tous les entretiens, je les ai analysés notamment en termes des valeurs qui sont présentes dans les verbatim. Donc les valeurs dans le sens de Schwartz, c'est-à-dire la conformité, la tradition, la sécurité, l'autonomie, ces choses-là.
Après, j'ai aussi cherché s'il n'y avait pas, par exemple, de l'infrahumanisation, s'il n'y avait pas d'autres variables que je pouvais retrouver en fait là-dedans, donc toujours dans de l'analyse qualitative. Donc là, sur les valeurs, effectivement, qu'est-ce que j'ai pu trouver? J'avais des verbatines qui faisaient référence à la conformité, la tradition, la sécurité. Donc la conformité, c'est le vouloir que voilà, tout le monde finalement se ressemble et on va pas tolérer finalement la différence. La tradition, ça va être effectivement vouloir maintenir des traditions, ce qui est perçu comme des traditions d'un pays ou autre chose. Et la sécurité, le fait de vouloir avoir effectivement une sécurité maximisée pour les habitants. Donc sécurité, ça veut dire effectivement diminuer l'imprévu. Après, ça va être corrélé à tout ce qui est anti-immigration, etc., etc. Et ce que j'ai pu avoir, c'est des verbatines qui étaient vraiment très violentes. Une des participantes qui va me dire, j'en ai marre de voir ça, j'en ai marre de voir des églises cramées, j'en ai marre de voir des filles qui ont été violées par toujours. Voilà, des migrants, des machins. Enfin, je stigmatise personne, mais bon, à chaque fois, c'est un clandestin, un migrant, un machin. Ça donne un peu une image de ce que ça pouvait être ces entretiens. Après, il y avait vraiment des choses intéressantes, c'est-à-dire que par exemple, j'ai nommé en fait une thématique de ces discours comme étant ce que j'ai appelé le culte des leaders, qui fait notamment plutôt référence peut-être à l'autoritarisme de droite. Avec par exemple effectivement des verbatines comme là, de d'avoir vu le candidat en face de moi, vraiment, enfin on était tous là pour cette personne, pour notre pays, ça m'a vraiment transpercé. Ah ouais. Là, tu parles des gens qui adulent Zemmour, du coup? Donc là, effectivement, le candidat, c'était Zemmour. On a ce côté, en plus avec le côté transpercé, on est sur quelque chose d'assez fort en fait, où on va Ouais. admirer cette personne, on va avoir un moment qui nous transperce. Enfin, je trouve que c'est quand même une verbatim assez forte. Ça, c'est vrai que c'est dur à comprendre, je trouve, à quel point certains candidats politiques peuvent être adulés. Parce que moi, je me dis, et même les candidats politiques, ceux pour lesquels j'ai la meilleure opinion, je me dis, bon, dans le meilleur des cas, je me dis, bon, ben, ça serait pas plus mal qu'ils soient élus ou quoi. Peut-être qu'ils feront des bonnes choses, mais il y a quand même des choses que je pourrais leur reprocher ou quoi. Enfin, ou quand bien même je les trouverais géniales, de là à les aduler. En fait, c'est ça qui m'a surpris ou même choqué avec Trump. Comment les gens l'adulent. C'est incroyable, surtout que vu tous les mensonges qu'il a dit ou quoi, je me dis, même en étant très pro, même en partageant pas mal de ses idées, ça me paraît quand même incroyable qu'on arrive à pas au moins se dire, ok, je suis d'accord avec pas mal de trucs qu'il dit, mais quand même garder une nuance et que les gens en arrivent à l'aduler, à porter des t-shirts, des casquettes à son effigie et vraiment le voir comme un héros. C'est assez, je trouve, difficile à comprendre quand même de à quel point on peut aduler des personnalités politiques comme ça. Bah, c'est ça que je trouve intéressant potentiellement avec l'idéologie en fait néolibérale, c'est que on a une centration sur l'individu, sur les personnes, et pour moi c'est aussi quelque chose qui permet d'une certaine façon ce genre de culte de la personnalité et qui est compatible pour le coup là, au moins sur cette variable-là, avec l'autoritarisme de droite. Et l'autoritarisme de droite, effectivement, on Ouais. est sur une soumission à des leaders, donc soumission à des leaders qui peut amener en fait de l'admiration. Ouais. Mais voilà, donc effectivement, après, j'ai pu voir aussi, par exemple, de l'infra-humanisation. Donc ça, ce qui était intéressant, c'était là, par exemple, voilà, des migrants, des machins. La façon de parler, en fait, à chaque fois, de population, et de dire, par exemple, que les migrants, c'est des machins, peu importe, hein, je stigmatise personne, mais c'est Mm. toujours un machin. On déshumanise complètement ces Ouais. personnes-là. De toute façon, on veut pas qu'ils puissent... on veut potentiellement qu'ils meurent dans la Méditerranée, donc en soi, ça paraît aussi logique d'avoir cette déshumanisation qui est là, qui permet de se mettre à distance, en fait, finalement, d'autrui et de lui retirer des Ouais. droits sans que ça nous pose problème. Quand tu avais parlé de ce sujet, quand tu étais avec Hacking Social, je crois que tu avais dit aussi que quand la Reconquête, il luttait contre des gauchistes ou des trucs comme ça, et Oui. que du coup, tu avais eu un peu cette impression que, enfin, je sais pas si c'est une impression ou si c'est étayé par d'autres données, mais que globalement, à l'extrême droite, il y avait quand même plus ce truc de moins lutter contre des idées que lutter quand même plutôt contre des personnes, quoi. Donc, comme j'ai dit à King Social, là, ce que je propose comme données, ce sont des données qualitatives qui ne Mm. sont pas généralisables, mais en soi, voilà, ça va quand même avec un certain nombre de données qu'on peut avoir sur justement les études autour de l'extrême droite. Mais là, sur les 5 participants, quand je posais des questions sur les opposants politiques, bah, effectivement, les opposants politiques, par exemple, pour le membre du NPA, bah, c'était le capitalisme, c'était les idées d'extrême droite. Donc c'était des objets théoriques, c'était des idées qu'on veut combattre pour avoir finalement bah, ouais, une sorte d'humanité potentiellement unie, dans l'idée qu'on on est plus ou moins tous égaux, quoi. Alors que voilà, des idées humanistes, tout simplement. Là, effectivement, pour ces membres de Reconquête, on luttait contre des gauchistes, contre des migrants, contre, là, par exemple, il y avait une des 2 participantes qui parlait d'une situation qu'avait vécu un proche avec des personnes qui étaient un peu bronzées, on va dire, toujours je cite. Et du coup, on lutte contre vraiment des gens, que ce soit des gens racisés, que ce soit des gens qui sont des gauchistes. Je pense qu'aujourd'hui, on aurait peut-être probablement plus aussi les termes autour du wokisme, parce que ça perçait déjà il y a 4 ans, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est peut-être encore plus prégnant. Des islamo-gauchistes. Mm. Les islamo-gauchistes. Donc, toutes ces choses-là où on va lutter contre des gens et pas contre des idées.
Donc c'est assez intéressant sur la question de, voilà, on essaye de retirer des droits à des gens, on essaye de potentiellement de ne plus les avoir dans notre visuel. Potentiellement, bah, est-ce qu'on peut être amené à les agresser, tout ça, c'est un questionnement qu'on peut avoir. Est-ce que ça peut pas se regrouper aussi quand même avec l'idéologie libérale où justement, si on ne pense pas la politique en tant que structure sociale et tout, et qu'on parle que d'individus, ben forcément, qu'est-ce qui pose problème? Ben c'est des gens. Il y a des gens qui sont bien et il y a des gens qui sont pas Mhm. bien et il faut se débarrasser des gens pas bien. Et si on raisonne pas en termes de structure, on peut pas se dire, OK, il y a des comportements ou quoi qui nous semblent problématiques, qu'est-ce qu'on peut changer dans la structure sociale pour que les choses soient meilleures? Et ben non, on raisonne pas comme ça. On se dit, ben, il y a des gens, faut se débarrasser des personnes nuisibles et ça ira mieux, quoi. C'est vrai que pour le coup, l'idéologie néolibérale, par cette individualisation, par cette négation du déterminisme social, bah effectivement, si on lutte contre quelqu'un qui arrive en retard et qu'on dit que c'est un feignant, et bah effectivement, on lutte contre les feignants. On lutte pas contre les raisons du retard. Oui. Donc oui, tout à fait. L'extrême droite a quand même une tendance à essentialiser, que ce soit les pensées, que ce soit les situations, les choses comme ça. Et par rapport à des stéréotypes, des préjugés qui sont déjà là, parce qu'effectivement, on est raciste, donc effectivement, lorsqu'on a un viol d'une personne qui va être racisée, ou alors qu'on va préciser spécifiquement pour cette personne qu'elle est sous OQTF, etc., ben on va effectivement entretenir tous les préjugés, on va avoir tous les biais de validation d'hypothèses, etc., qui vont permettre d'essentialiser effectivement les personnes racisées sont violentes, etc. Et du coup, on va lutter contre les personnes racisées parce qu'en fait, de toute façon, elles sont violentes. J'avais pu discuter, mais ça c'était hors des entretiens, avec vraiment une personne, pour le coup, avec un discours encore plus extrême que là avec ces membres de Reconquête, où par exemple j'avais des discours sur l'essentialisation de l'esclavagisme. C'est si un jour il y a eu de l'esclavagisme, c'est que à ce moment-là, il y a eu une supériorité en fait. Donc là, avec la théorie de la race, mais pas de la race sociologique, la race Logique, comme l'extrême droite en parle, et biologique, ouais, avec effectivement l'idée qu'il y aurait une race biologique qui aurait été supérieure à l'autre et qui potentiellement bah, a mérité de faire de l'esclavage. Donc sur des pensées qui sont vraiment nauséabondes et qui sont entretenues en fait par énormément de croyances et de biais et de choses comme ça. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de biais dans d'autres idéologies politiques, mais en tout cas, là, on a des biais qui desservent une idéologie nauséabonde qui vient en fait maintenir des préjugés, maintenir des discriminations et en fait amener de la violence au quotidien pour énormément de gens. Donc c'est là aussi que je fais quand même un pas de côté pour préciser. On s'intéresse notamment à l'extrême droite et ses idées-là parce qu'en fait, elles sont néfastes pour nombre de populations. Oui, c'est vrai que là, on parle de qu'est-ce qui amène l'extrême droite, et c'est vrai qu'on parle un peu d'un présupposé qui est que, évidemment, que l'extrême droite est nuisible pour les individus. C'est vrai on n'a pas développé, effectivement, quelles sont les conséquences des politiques de l'extrême droite et tout, etc. Effectivement, oui. Quand il y a des personnes qui expriment, bah, justement, qui s'intéressent à potentiellement scientifiquement à la question de l'extrême droite, on se retrouve toujours à mais pourquoi on s'intéresse à l'extrême droite et pas à l'extrême gauche ou des choses comme Ouais. ça. Je sais pas s'il y a besoin de préciser, mais en tout cas, c'est justement sur ce côté diminution de l'intérêt pour la démocratie, discrimination, violence, etc. Les conséquences d'extrême droite et l'extrême gauche, c'est vrai que ça n'a pas trop de sens de les mettre sur un même panier et que les conséquences ne sont pas les Voilà. mêmes. Mais bon, je serai amené à en reparler de nouveau sur la chaîne. La question que je pose à tout le monde, du coup, c'est la question de fin qui est qu'est-ce qui te semble le plus important à connaître pour comprendre et combattre les oppressions? Si je me place toujours un peu dans la lignée des différents éléments qu'on a pu discuter ensemble, l'idée ce serait notamment bah, de prendre du recul face au contenu qui se présente comme aidéologique, neutre, puisque comme on l'a dit, l'idéologie c'est quelque chose qui fait partie du fonctionnement psychologique, donc c'est toujours présent. Un exemple, ça peut être effectivement, on entend souvent que la compétition, bah, c'est naturel et que c'est bon pour la créativité, bon pour la performance, et ça peut être dit à l'école, en entreprise. Sauf que bah, ces contextes compétitifs, ils favorisent en fait l'orientation à la dominance sociale et donc bah, des préjugés forts et globalement plus de discrimination. Cette idée finalement qu'il faut un petit peu prendre du recul face à nos propres croyances. En psychologie sociale, on a tendance à penser souvent que l'individu, il est entièrement déterminé par l'extérieur. Sauf que ce qui est bon aussi à savoir, c'est qu'il y a d'autres conceptions en psychologie sociale, comme notamment ce qui est issu de la pensée de Moscovici, donc un chercheur en psychologie sociale, qui concevait la réalité sociale comme co-construite. C'est-à-dire que l'humain, il n'est pas complètement déterminé par lui-même, comme voudrait nous le faire croire l'idéologie néolibérale, mais il n'est pas non plus complètement déterminé par son environnement, comme justement certains courants de psychologie sociale peuvent nous le laisser penser. Ça signifie que finalement, bah, en prenant du recul, sur nos croyances, sur des choses qui nous paraissent naturelles, sur nos préjugés, bah, on pourrait potentiellement bah, travailler dessus et aussi d'ailleurs aider d'autres personnes en fait à se questionner.
C'est-à-dire que dans la même lignée, on peut choisir notamment ce qu'on consomme. Et quand je parle de consommation, je parle de consommation de médias qui politisent. Et si on écoute des personnes qui ne sont pas du tout concernées par aucune oppression, qui vont potentiellement présenter des informations de manière neutre à politique ou peu importe, ça va être des choses qui vont pas forcément avoir un bon impact sur nos représentations, nos préjugés. Alors que si on va par exemple consommer des médias effectivement avec des personnes qui subissent une ou plusieurs oppressions, il y a plus de chances que ça nous aide à prendre du recul et en fait à questionner nos propres croyances, nos propres préjugés, etc. Donc voilà, je me dis, si on suit un peu la lignée du contenu qui a été présenté ici, ça peut être cette idée, c'est ce qui peut être bon à comprendre, bon à connaître, pardon, c'est cette idée que on peut avoir à la fois nous, notre propre impact sur nos préjugés, nos croyances, en prenant conscience qu'en fait, tout ce qu'on a comme socle de croyances, même si ça nous paraît extrêmement naturel, ça reste potentiellement des croyances. Et puis au-delà de ça, il y a des fonctionnements qui nous paraissent naturels, comme la compétition, qui sont à questionner. Et pourtant, même des personnes qui connaissent beaucoup les sciences sociales vont aussi avoir, eux, tendance, en étant enseignants que ce soit dans des écoles ou dans le supérieur, parfois, en fait, à continuer à perpétuer, par exemple, justement, ces questions de compétition. Bah, super, mais merci Kylian. Et merci à toi, c'était très intéressant. Oui. Ça amène aussi plein de questions de mon côté, donc c'était intéressant comme échange.